Chaque semaine sur RCF, on décrypte, on analyse la révolution numérique. C'est avec Jean Pouly. Bonjour. Bonjour Lucie. La semaine dernière avec vous, on a parlé de l'utilisation de nos données personnelles dans le monde numérique et des risques que cela faisait bien sûr peser sur la protection de nos vies privées. Et bien aujourd'hui, on va plutôt envisager le côté positif de l'utilisation des données avec le grand mouvement de l'open data. Alors, encore un drôle de mot. C'est quoi l'open data ? En fait, c'est un mouvement de libéralisation des données publiques. Ça peut paraître un peu surprenant, mais effectivement, il y a un ensemble de données, par exemple les données qui sont relatives au domaine public, les infrastructures qui sont enterrées, comme les réseaux d'eau, de télécommunications, mais également des données cartographiées, des photos aériennes, qui sont en réalité donc publiques, payées par les deniers publics, mais qui, pour tout un tas de raisons, n'ont jamais été utilisées. Donc depuis les années 2000, il y a un mouvement, j'allais dire, open source, qui ne concerne pas que les données, et qui s'est prolongé petit à petit, a donné lieu à ce mouvement qui, aujourd'hui, a le vent en poupe en France de libérer les données publiques. Alors peut-être on peut se servir d'exemples concrets pour bien voir de quoi il s'agit. Je vais vous donner effectivement 2-3 exemples donc en France d'open data, enfin de projets issus de l'open data. Alors le premier, c'est tout simplement un projet qui recense et cartographie sur une application en ligne, notamment sur téléphone mobile, les points d'eau, les fontaines, les sources dans le département de la Gironde, et qui permet à chacun de boire de l'eau gratuitement, parce que finalement elle est accessible un peu partout, et de fait réduit les déchets de bouteilles en plastique. On peut même imaginer que cette application peut être prolongée avec les balades, les sentiers, les points d'eau dans les randonnées, et puis que chacun mette ses itinéraires en ligne, etc. Donc on peut, imaginer toutes les applications possibles. Une autre application par rapport à la santé, donc qui permet de trouver un professionnel de santé, de connaître immédiatement le niveau de remboursement auquel on peut prétendre. Ceci grâce aux données publiques qui sont disponibles sur le site de l'assurance maladie, amélie.fr pour ceux qui connaissent, et donc la géolocalisation qui permet de le savoir en direct et de comparer les différences de tarifs qui parfois sont assez étonnantes au niveau d'un même quartier. Enfin, une autre application aussi, dans le domaine social pour le coup, avec HandiMap, qui utilise toutes les données cartographiques relatives aux situations de handicap, comme par exemple les places de parking qui sont réservées, les carrefours à feux sonores, les arrêts de bus ou de métro qui sont accessibles aux fauteuils roulants, ou encore ce qu'on appelle les surfaces podotactiles, et qui les met à disposition justement sur une application mobile, et ce qui permet donc aux personnes à mobilité réduite de savoir immédiatement où est-ce qu'elles vont pouvoir prendre le métro, où est-ce qu'elles vont pouvoir se garer, etc. Potentiellement toute donnée publique est utilisable, réutilisable pour créer ces services. Alors en théorie oui, bien sûr, parce que ce sont des données publiques. À part bien sûr certaines données confidentielles liées, on l'imagine bien, donc à la sécurité nationale, et d'autres qui ont fait l'objet de contrats avec des sociétés privées. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a de multiples projets qui sont en cours, puisque c'est assez nouveau en France, et qui sont en cours de mise en place, justement, et qui utilisent des données extrêmement variées, comme des photos aériennes, ce qu'on appelle des données vectorielles, sur des routes et des bâtiments, des cartographies d'infrastructures, comme je disais, les réseaux d'eau ou de télécommunications. Mais également, alors c'est plus surprenant, le stationnement, on l'a dit, l'éclairage public, également le nombre d'arbres. Donc il y a des gens qui comptent le nombre d'arbres, qui recensent les espèces et qui le mettent en ligne, notamment sur un portail qui s'appelle OpenStreetMap, qui recense l'ensemble des données et qui est totalement libre. Donc les gens peuvent, aussi avoir un rôle de citoyen pour mettre ces données. Et derrière, il peut y avoir un ensemble d'applications qui se constituent. Et en plus, l'open data permet aussi de savoir qui dispose de quoi sur un territoire, et ça, c'est une information très importante. On voit avec vous les bénéfices pratiques dans la vie de tous les jours. Si on prend un peu de recul, est-ce qu'on pourrait regarder les bénéfices en général de cette libération des données ? De fait, l'open data, c'est une logique un petit peu anti-monopolistique, puisque tout est ouvert. Je veux dire, c'est comme si on ouvrait le code d'un médicament ou d'une boisson. Donc ça permet, en théorie, d'optimiser de nombreux process et de faire des économies. Par exemple, en Grande-Bretagne,
où le croisement des données publiques ouvertes a permis la réduction de 30% de la consommation d'énergie en seulement 2 mois. Et puis, on le voit, et moi je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant, la libéralisation de ces données permet à un ensemble de start-up de les prendre et d'imaginer des nouveaux services, de créer des nouveaux services, alors qui marchent ou qui marchent pas, mais quasiment sans coût d'investissement, puisque les données sont libres et gratuites. Alors qu'on peut imaginer dans tous les domaines, on a parlé du handicap, du social, il peut aussi y avoir la culture, évidemment, l'économie, les services publics en ligne. Si c'est si avantageux, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? On l'a pas découvert plus tôt? Écoutez, pour avoir travaillé dans une administration publique sur ces questions pendant un bout de temps, je peux vous dire qu'effectivement, c'est vrai, il y a un peu une culture du secret des données publiques. Alors parfois, d'ailleurs, dans un souci de protection des données, ce qui est tout à fait compréhensible. Bien sûr, il y a eu un certain archaïsme des services publics par rapport à ce qu'on appelle l'administration en ligne. On a mis beaucoup de temps à se mettre à l'administration en ligne. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment pris le tournant. Et j'allais dire, au-delà de ces conservatismes, je pense tout simplement que tous les ingrédients n'étaient pas prêts pour que ces données deviennent des services. Voilà. Alors vous parlez d'ingrédients, on peut certainement pas tout mettre, tout ne peut pas être utile. Alors quelle est la recette pour transformer une donnée publique en un service vraiment utile? Je pense que la vraie question, déjà, c'est de savoir s'il y a un service qui n'est pas pourvu. Donc d'identifier un besoin et de voir si effectivement ces données existantes pourraient pas créer un service. Ensuite, il y a un travail de cartographie qui est important à faire, de traitement des données qui est assez long, et puis après de mise à disposition du grand public sur des applications, si possible les plus larges possibles, les plus ergonomiques, si possible gratuitement aussi, c'est un petit peu le jeu. Et donc il y a aussi une question de modèle économique à trouver parce que il faut financer ce travail. Donc là aussi tout est en chantier, j'allais dire. Il y a quand même une limite à cette libéralisation, non? Oui, comme toute chose, il peut y avoir des déviances ou en tout cas des détournements. Par exemple, en Grande-Bretagne, le site beenverified.com qui indique les adresses des délinquants sexuels qui sont répertoriés, ou encore le site Who's Lobbying qui croise les agendas des ministres au rendez-vous qu'ils ont eu avec les milieux d'affaires. Voilà, donc on est plutôt dans la logique de dénonciation et pas d'open data dans ce qu'on vient de décrire avant. Donc voilà, il y a des limites. Il y a, je crois, l'exemple le plus connu dont on a entendu parler l'année dernière, qui s'appelle Wikileaks, puisque ça a été très médiatisé. On parle d'open data, c'est un peu ça. C'est quelque part des câbles diplomatiques qui ont été mis, j'allais dire, à disposition d'agences de presse, dans un souci de transparence. En tout cas, c'est le discours de Julian Assange. Ce qui est contestable, quelque part, c'est que, et c'est paradoxal, c'est que la transparence absolue peut se transformer quelque part en tyrannie, donc il y a un équilibre, et je pense qu'une des voies pour trouver un bon équilibre, c'est d'associer les différentes parties prenantes, c'est-à-dire d'associer le pouvoir politique, les administrations publiques qui détiennent ces données, mais bien sûr les citoyens, les entreprises qui peuvent les transformer en services, et autour de la concertation de voir ce qu'on peut en faire, les nouveaux services qu'on peut rendre, et peut-être les limites à ne pas dépasser. Encore un vaste chantier qui nous attend. Merci beaucoup Jean Pouli d'avoir été avec nous.